Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Les États-Unis célèbrent le 246e anniversaire de leur indépendance à Abidjan. Le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement étaient à cette fête. Une occasion pour l'ambassadeur Richard Bell et les autorités ivoiriennes de saluer les niveaux de la coopération entre les deux pays. Ils se sont engagés à renforcer ces relations. Pour contrer la cherté des coûts des produits sur les marchés, les initiatives se multiplient. Le Conseil national de lutte contre la vie chère fait la promotion des produits locaux. Une usine de transformation des matières premières sur place. Elle est spécialisée dans la transformation de céréales en farine, notamment le blé, le maïs et le manioc. Et pour une soirée distinguée des invités d'honneur, la finale de Miss Côte d'Ivoire, c'est ce soir. Après ce journal, Miss Monde est à Abidjan depuis hier soir avec la présidente du comité de ce concours mondial, la polonaise Karolina Bielowska, assistera à la passation de la couronne entre Olivia Yassé et la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Et puis le médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, est en visite au Burkina Faso. Au menu de son séjour, plusieurs consultations, une rencontre avec les autorités. Les discussions vont porter sur les détails de la transition, la situation de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré et du mécanisme d'évaluation et de suivi du processus. C'est une denrée à la fois fragile et inconditionnelle. La paix est perçue comme un processus qui doit durer dans le temps, une sorte de quête perpétuelle, inlassable. Et cela nécessite une mobilisation collective, une implication individuelle, des actions concrètes pour le vivre ensemble. Un ouvrage aborde à propos la question dans un recueil de pensées de personnalités célèbres qui ont marqué la conscience collective, la marche de la Côte d'Ivoire et du monde. 182 citations inspirantes, pratiques pour la réconciliation et la cohésion nationale. C'est aimé Patrice Ndia, qui est l'auteur, c'est l'invité de la page culture. Bonsoir, monsieur Ndia. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Alors, on note, in fine, quand on lit votre ouvrage, que même quand il y a la paix, il faut continuer d'en parler, il faut continuer d'en faire la promotion. Oui. Il faut consolider cette réconciliation-là. Il faut toujours en parler, il faut nous éduquer, il faut en faire une seconde habitude et même une institution. Parce que c'est une quête permanente. C'est une quête permanente. D'accord. Alors on comprendra mieux. On entendra également quelques-unes des citations des 182 que vous avez recueillies dans cet ouvrage. Le temps juste de faire le tour de l'actualité. Et on vous retrouve, vous restez pour le moment avec nous sur le plateau. Et l'actualité avec le président de la République, Alassane Ouattara, en provenance de la France, est arrivé ce samedi 2 juillet à Accra au Ghana. Il prendra part demain, dimanche 3 juillet, au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre porte sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO examineront également les rapports sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la sous-région. Ils procéderont à l'élection du président de leur conférence et à la désignation du nouveau président de la commission de la CEDEAO pour la période 2022-2026. C'est le 246e anniversaire des États-Unis. La célébration faite ici en Côte d'Ivoire en présence du Premier ministre. L'ambassadeur Richard Bell salue la coopération entre les deux pays. Le gouvernement s'est à son tour engagé à renforcer cette relation. Souleymane Denisongui et Rigori. Les 246 ans d'existence des États-Unis célébrés en présence du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, accompagné de hautes personnalités ivoiriennes. Cette occasion permet à l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell, de féliciter le président de la République de Côte d'Ivoire pour l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le gouvernement américain partage la conviction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que c'est le secteur privé qui doit être le moteur de la croissance économique, l'État jouant un rôle clé de facilitateur. En effet, il s'agit de créer le climat des affaires le plus propice possible afin d'attirer les investisseurs potentiels, car n'oublions jamais qu'ils ont le choix. À cet égard, lors de l'importante visite de son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Achi à Washington en mars,
la Chambre de commerce des États-Unis a lancé officiellement la publication d'un guide économique de la Côte d'Ivoire destiné aux gens d'affaires et aux investisseurs. Et la Chambre de commerce AmCham est toujours là pour aider. Se prononçant sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis a encouragé le gouvernement et l'opposition à continuer le dialogue pour la stabilité du pays. En démontrant de part et d'autre qu'en dépit des rivalités, l'on peut se faire confiance réciproquement dans l'intérêt supérieur de la nation. La stabilité qui en découle donne les plus fortes chances d'attirer les investissements si nécessaires à la croissance. Et cette stabilité permet un changement historique. L'année 2022 marque aussi les 60 ans de la visite du président Félix Houphouët-Boigny aux États-Unis. Il s'était rendu dans ce pays dans le cadre des relations bilatérales. Et l'école des forces armées est dissoute. Elle vient d'être remplacée par l'Académie des forces armées. Le nouveau centre a pour mission d'assurer la formation initiale, le perfectionnement et les exercices du commandement en corps de troupes. La cérémonie de dissolution de l'EFA et la création de l'AFA s'est déroulée sur le même site à quelques kilomètres de Yamoussoukro, à Zambakro. Le reportage de Abou Sanogo. L'école des forces armées de Zambakro a formé 52 promotions d'officiers, soit 2676 officiers provenant de 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, dont 36 sont devenus des généraux. Après 60 années d'existence, l'EFA, l'école des forces armées, est dissoute. Le colonel-major Jean-Christophe Omouo, commandant l'école des forces armées, remet le drapeau dont il avait la garde au général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, qui va à son tour le remettre à 2 élèves issus de la 52e promotion des élèves officiers d'active, dernière promotion de l'EFA. Ils vont l'enrouler et le remettre dans son fourreau, puis se diriger au parking où les attend un véhicule. Une page vient ainsi de se tourner. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, cadres de l'école des forces armées, vous tous qui avez contribué au rayonnement de cette institution depuis sa création, recevez la reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire. La dissolution de votre corps ne met pas fin à votre mission. Désormais, c'est l'Académie des forces armées. Et cette nouvelle institution dans l'environnement de la formation des forces armées de Côte d'Ivoire sera dirigée par le colonel-major Jean-Christophe Omouo, qui a reçu le drapeau de l'Académie, suivi des fanions des différentes écoles. L'Académie se compose d'une direction centrale et de 3 écoles. Après 60 ans d'existence, il nous est apparu nécessaire d'adapter nos modèles et formats d'armée aux réalités actuelles. Ainsi donc, la modernisation de notre outil de formation de l'élite militaire permettra une gestion plus efficiente et une instruction efficace et optimisée, avec une autonomie plus accrue à tous les paliers de formation et une ouverture sur le monde universitaire. Il s'agit pour nous de former des chefs militaires qui seront capables d'instruire, de guider leurs hommes et d'apporter des solutions aux problématiques sécuritaires de nos États. Un officier supérieur français a été distingué pour son dévouement et sa contribution à la formation durant 4 années passées à l'IFA et 5 enseignants d'université distingués pour leur contribution à l'enseignement militaire supérieur. L'Académie des forces armées assure la formation des officiers tout en leur inculquant des valeurs d'éthique et en forgeant leur esprit du dépassement pour mettre à la disposition des armées des officiers aptes à instruire et guider leurs hommes avec méthode. Et l'environnement de sécurité permet de parler de développement. Les journalistes et communicants s'imprègnent de la vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Ils étaient en formation pour comprendre les enjeux de ce programme qui donne des détails du développement du pays les années à venir. Cette initiative permet de soutenir les articulations du partenariat État-secteur privé et faciliter la compréhension au sein de la population. Jean-Luc Bango. La Côte d'Ivoire, puissance industrielle à l'horizon 2030. Une économie qui ne serait plus seulement basée sur les exportations des matières premières agricoles, mais guidée par les investissements privés et la transformation structurelle. Cette vision dénommée Côte d'Ivoire 2030 et portée par le chef de l'État Alassane Ouattara a besoin d'être expliquée, comprise et appropriée par les hommes de médias.
C'est le sens de ce séminaire organisé par le cabinet du Premier ministre à leur intention. Concrètement, nous attendons des hommes médias qu'ils aient la très bonne compréhension de la vision 2030. Une très bonne compréhension permet à ces hommes-là de les relayer auprès de la population. Nous attendons également que, de par la compréhension des hommes des médias, la perception continue d'évoluer positivement sur l'impact de l'action du président sur le bien-être des populations. Une journée entière de formation assurée par les équipes de la primature sur des thèmes comme les réformes pour impulser le secteur privé, la problématique de la chaîne des valeurs agricoles ou encore le défi de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Nous avons fait de très grands progrès, mais nous pouvons encore aller plus loin, beaucoup plus loin. Il faut en sorte que l'Ivoirien se sente fier d'être chez lui, se sente fier d'être Ivoirien. Le message à retenir, c'est de dire que la stratégie Côte d'Ivoire 2030, qui était un programme, est aujourd'hui une action qui se fait, a déjà une implication concrète. La mission assignée aux hommes des médias et communicants est de porter la bonne information au cœur des ménages en vue de susciter leur participation effective à l'atteinte de cette vision. C'est important pour nous de communiquer sur ce genre d'événements, même si ce n'est pas notre champ habituel, mais c'est important parce que si on l'avait fait dès le départ, on aurait évité certains malentendus. Il est donc important pour nous en tant que communicateurs, en tant que journalistes, de s'imprégner donc de cette vision, de la comprendre, de partager nos préoccupations avec le gouvernement, avant donc d'aller informer les populations sur le contenu de cette vision 2030 que veut présenter donc le président de la République à tous les Ivoiriens. Tout en reconnaissant la nécessité de s'approprier cette vision 2030, l'ensemble des participants souhaitent le renforcement du partenariat État-secteur privé pour soutenir sa réalisation et faciliter sa compréhension au sein de la population. Et l'un des axes majeurs de cette vision 2030, c'est l'amélioration du quotidien des populations. Le Conseil national de lutte contre la vie chère fait la promotion des produits locaux. La secrétaire exécutive a visité une usine spécialisée dans la transformation de céréales en farine, notamment le blé, le maïs et le manioc. Ces initiatives permettront d'empêcher l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires sur les marchés. Michel Bambo. Tri, lavage, déshydratation, séchage, mouture, emballage et le produit est fin prêt. De la farine de blé, de mil, de riz ou encore de manioc prête à être consommée. Nous avons vu le process. Aujourd'hui, cette farine elle est disponible. Il y a un certain nombre de boulangeries qui utilisent cette farine pour faire du pain de qualité. Par exemple, la farine de riz est sans gluten. Donc, en termes d'apport nutritionnel et de qualité nutritionnelle, c'est très appréciable pour toutes les personnes qui sont intolérantes, par exemple, au gluten. Donc, il y a énormément de nutriments dans nos farines locales et qui peuvent totalement répondre aux besoins des consommateurs en termes nutritifs, en termes de goût. Voilà qui justifie la visite de travail de la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère dans cette usine de transformation de céréales. Dr Annie Didis Bakone fait la promotion du consommé local. Nous sommes face aux variations des cours mondiaux. Depuis la Covid-19, la crise en Ukraine, mais toutes ces crises, toutes ces difficultés au niveau international nous montrent bien l'importance d'assurer une forme de sécurité alimentaire à chacun des pays. Et la Côte d'Ivoire s'inscrit résolument dans cette dynamique de faire la promotion de nos produits locaux pour répondre à nos besoins. En plus des subventions octroyées par l'État à hauteur de 6,4 milliards de francs CFA et la mesure de suspension des droits de douane pour toute importation de blé, mesure d'accompagnement aux boulangers, pâtissiers et autres acteurs du secteur, la promotion des produits locaux devrait, selon la secrétaire exécutive du CNLVC, aider à lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Justement, voyons ce séjour de travail en Égypte. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'imprègne du modèle égyptien, un pays d'une grande richesse agricole dont le succès est axé sur la recherche. Kobina Kwasi Adjoumani, édifié par les prouesses de la technologie sur la nature, une variété de riz avec moins d'eau à la culture, produit au moins 13 tonnes à l'hectare. C'est le fruit de l'équipe d'un centre de recherche agricole en Égypte. On voit le reportage de notre envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara.
Situé à 160 km au nord du Caire, le centre de recherche agricole de Saka à Kafr el-Sheikh reçoit le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation. Après une brève présentation des services et atouts de cette station spécialisée dans le développement des semences de céréales et de légumes, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est invité sur les parcelles. Sous serre ou en plein air, des explications relatives aux techniques culturales permettent aux hôtes de comprendre de prime abord que toutes les terres sont cultivables. C'est un grand centre de recherche. Ça inclut 14 instituts de recherche, 12 laboratoires d'analyse et 2 départements. Ici, on va trouver au niveau de stations de recherche de Saka les activités de production de riz, de maïs. C'est pour les cultures estivales. Après, on va trouver le blé et forage au niveau de cultures hivernales. Cette variété de riz demande moins d'eau dans sa culture. Pourtant, elle produit au moins 13 tonnes l'hectare. Avec le soutien du gouvernement ivoirien, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, est davantage motivé à faire venir les experts égyptiens en Côte d'Ivoire. La particularité ici, c'est que ce sont des zones aménagées pour accueillir toutes sortes de plantations. Et au niveau de chaque espace ici irrigué, on a des canalisations secondaires à partir desquelles l'eau vraiment se ramifie pour irriguer les plantations. Nous sommes à près de 60 km d'une des branches du Nil, à partir de laquelle on a fait venir de l'eau ici. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir des fleuves partout. Et l'exemple que nous venons de voir ici est assez révélateur de ce que la même chose peut être dupliquée. Avec ses 121 000 hectares de parcelles essentiellement consacrées aux cultures de riz, maïs et blé, le centre de recherche agricole de Saka est la plus grande structure de ce genre en Afrique et au Moyen-Orient. On va rester à table pour accompagner le riz. Il faut de la protéine. Malgré une production de 68 000 tonnes de volailles en 2020, l'activité connaît toujours des problèmes, des difficultés liées à la formation, aux techniques de production mal maîtrisées, mais surtout à l'indisponibilité aggravée des intrants. Il y a un déficit de céréales nécessaires à la nutrition. Alors comment relancer ce secteur aussi prometteur que vital? Des réflexions sont ouvertes à Abidjan avec l'ensemble de la chaîne avicole. Le reportage de Lansine Bakayoko. Au-delà des problèmes structurels liés à la formation, au financement et à l'accès au marché, la filière avicole ivoirienne fait face cette année à une grave pénurie d'intrants, notamment le maïs et le soja. Ces deux matières premières-là représentent 90% des besoins. Les céréales ne sont pas disponibles ni sur le marché africain, ni sur le marché international, ce qui nous met en très grande difficulté. Ces échanges inclusifs avec l'ensemble de la chaîne de production de volailles devraient permettre d'améliorer sa compétitivité. Échanger avec les opérateurs du secteur pour comprendre leurs préoccupations et rechercher les solutions pour la bonne satisfaction des ambitions de la filière. Selon la recherche scientifique, maillon clé de la chaîne de valorisation avicole, il existe des alternatives crédibles au déficit de maïs et de soja. Déjà, nous utilisons les épluchures de manioc pour essayer de remplacer un peu le maïs dans l'alimentation de la volaille. Donc jusqu'à autour de 20% dans l'alimentation, ça contribue à réduire un peu le coût de l'aliment. Concernant le soja, il y a le moringa qui est très riche en protéines. On peut l'utiliser aussi pour remplacer un peu le soja dans l'alimentation. Le gouvernement appuie fortement toutes les réformes destinées à densifier l'écosystème agropastoral. En l'occurrence, ces dispositifs initiés par l'Observatoire national de la compétitivité des entreprises. Face aux perspectives d'ouverture des marchés dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et autres accords bilatéraux de partenariat, il importe de mieux cerner les problématiques de rentabilité et de compétitivité de la filière à l'effet d'être un acteur majeur de ce nouvel environnement.
En 2020, la filière avicole ivoirienne pesait au moins 250 milliards de francs CFA. Et on parle à présent de cohésion sociale à Béomi. Les cadres plaident pour le déclassement des terres, une initiative au profit des populations déplacées pour le barrage de Kossou. Des propositions faites aux autorités locales sur la question. Voici le reportage de Charles Tatou. Du fait de la construction des barrages hydroélectriques de Tabo et de Kossou, plusieurs localités des régions du centre de la Côte d'Ivoire, dont 42 villages du département de Béomi, sont frappés par la mesure de déguerpissement de leur site. Il y a des maisons de une chambre salon. Ça veut dire que quand tu as une femme sans enfant, quand tu as une femme avec 2 enfants, on te donne 2 chambres. Le contour là, c'est la propriété des villages voisins. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de construire dedans. Donc on est obligé de se regrouper, de se resserrer, comme si on était en ville. Pour le déplacement de ces villages sur de nouveaux sites, dans le même département, il fallait le projet étatique dénommé Aménagement de la vallée du Bandama, ABV. Quand il y a la pression foncière aujourd'hui, les villages disent, attention, les terres qu'on vous a prêtées, vous ne pouvez pas faire des cultures pérennes là-dessus. Parce que ça veut dire que vous faites une appropriation définitive. Alors, les villageois regardent en arrière et disent, mais attendez, l'État nous a dit que pour ce projet du barrage de Kossou, nos terres seront englouties, nos villages seront engloutis. Or, le Bandama n'avance même pas. D'ailleurs, il a reculé. Nécessité donc d'une plaidoirie auprès de l'État pour une amélioration des conditions de vie de ces populations déplacées. Cette démarche préoccupe en ce moment les cadres de Béomi en collaboration avec des ONG et l'IAN de leadership et initiative des acteurs non étatiques. L'IAN 2 est là pour soutenir cette initiative-là. Au total, l'IAN 2 a financé 51 contrats de subvention sur toute l'étendue du territoire. Au chevet d'une mère malade, nous ne venons pas avec des boudins. Nous venons avec des médicaments pour voir quelle est la solution qui pourrait soigner la mère malade. La mère malade, il s'agit des villages AVB. La solution au problème des populations déplacées pourra réduire dans le département de Béomi les problèmes surtout des fonciers ruraux qui prennent de l'ampleur et contribuent à la fragilisation de la cohésion sociale. Les militants et sympathisants du RHDP de Grand Laou ont célébré ce samedi la fête des mères. Ces mères ont reçu des présents en nature, mais ont également été appelées à cultiver le vivre ensemble dans la région des Grands Ponts. Lanciné Bakayoko. Bataille de positionnement politique d'accord, mais développement socio-économique d'abord. C'est le fond du message d'union adressé aux femmes et plus globalement aux populations de Grand Laou à l'occasion de cette fête des mères. Ces mères, majoritairement agricultrices et commerçantes, comprennent la nécessité de préserver la cohésion sociale, facteur déterminant dans l'exercice de leurs activités économiques. C'est pourquoi je plaide auprès des cadres et instances du parti pour un plan d'aide aux femmes du parti à Grand Laou. Concrètement, nous pensons entre autres à la création d'une poissonnerie, à la commercialisation du manioc ou à la production industrielle de la tiquée. Tous les intervenants ont magnifié le rôle prépondérant des mères dans la construction de la famille puis de la nation et plaidé pour un soutien plus accru des populations de Grand Laou aux actions de développement du gouvernement. L'invité spécial Lazara Kassaye a particulièrement insisté sur la mobilisation autour du président Alassane Ouattara. Une initiative qui porte la signature de mon parti, je ne peux pas rester en marge. Et donc, c'est avec plaisir que je suis là pour vous honorer, braves et vaillantes femmes de Grand Laou, puissantes locomotives du développement de notre département. Nul ne peut le nier, chère maman, chères sœurs, chères épouses, que vous êtes et vous demeurez la cheville ouvrière. Vous demeurez les piliers centraux de nos familles. Cette rencontre conviviale s'est terminée par une distribution de cadeaux composée essentiellement de pièces de pagne de qualité prisée par les femmes. Dans le centre du pays, le maire de la commune de Yamoussoukro, Kwaku Yanagbe-Jean, récompense les meilleurs élèves en dictée des inspections primaires d'Atiegouakro et de Yamoussoukro. Les lauréats ont reçu des livres de l'ambassade de France et des tablettes. L'objectif de ce concours est d'améliorer le niveau des élèves en langue française. Godefroy Kambawa.
Les 10 meilleurs élèves en dictée, dont 7 filles, des inspections primaires de Yamoussoukro et d'Adjiekwakro, primés pour leur performance par le maire de la commune de Yamoussoukro, Nyangbe Kakoujan, et le représentant de Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Chaque lauréat reçoit des présents composés de livres et de tablettes. Ce concours de dictée vise essentiellement la promotion de la langue française et l'amélioration du niveau des élèves en français. Le premier magistrat de la municipalité de Yamoussoukro a félicité l'initiative ainsi que le corps enseignant pour son engagement pour l'excellence. Nyangbe Kakoujan a aussi exhorté les lauréats à ne pas réchigner à la tâche et à toujours persévérer dans le travail bien fait. S'exprimant au nom de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Pierre Terme s'est réjoui de la langue que partagent la France et la Côte d'Ivoire. Il a surtout salué la qualité des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette cérémonie de remise de prix marquait la 3e édition du concours de dictée. En religion, 178 candidats au Hajj ne peuvent malheureusement pas se rendre en Arabie Saoudite. En plus de ce contingent étatique, il y a des fidèles qui devaient accomplir ce 5e pilier de l'islam avec des opérateurs privés. Le directeur général d'Écoute, Bamba Messamba, était alors face à la presse pour donner des explications. Il y avait entre autres des difficultés liées à l'obtention du visa. Kone Pagasoro de Madongi. 19 juin dernier, les premiers candidats au Hajj du contingent étatique ont foulé la terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. Malheureusement, tous ne pourront effectuer le pèlerinage cette année. Selon le directeur général des cultes, qui a animé un point presse pour apporter des réponses à cette situation, sur 3657 candidats, 3640 ont obtenu leur visa et un résiduel de 17 passeports reste encore à viser pour des vols réguliers dans les prochains jours avant la fermeture de l'espace saoudien. Mais alors, qu'en est-il des 178 passeports sélectionnés et appelés par le commissariat du Hajj? Relativement à la situation préoccupante des 178 passeports sélectionnés en dépassement ou hors quota par le commissariat du Hajj et qui n'ont pu obtenir de visa, nous avons tenté de résoudre ce problème par la demande d'un quota additionnel, y compris pour les opérateurs privés. Cette requête qui a été formulée officiellement lors d'une récente mission effectuée par nos soins en Arabie Saoudite n'a eu de suite favorable à ce jour. En tout état de cause, nous restons sensibles à la situation de ces candidats pèlerins dont nous ferons une priorité, sans condition, au cours du prochain Hajj. S'agissant des pèlerins inscrits auprès des opérateurs privés qui ne pourront pas effectuer le Hajj cette année, des dispositions ont été prises par leurs soins sous le contrôle du commissariat du Hajj pour effectuer des remboursements à ceux qui le désirent à partir des comptes séquestres. La possibilité leur est laissée d'opter pour le Hajj 2023 dans la mesure où leurs fonds sont sécurisés dans les 10 comptes séquestres. Le président du comité de surveillance n'a pas manqué d'informer la presse quant à des faits de corruption et d'injustice relevés par certains candidats au Hajj. Il nous a été rapporté des faits de corruption, d'injustice dans le traitement des passeports et d'insertion de pèlerins des opérateurs privés dans le lot du contingent étatique. Nous tenons à rassurer la communauté musulmane et l'opinion nationale que nous prenons très au sérieux ces informations. D'ailleurs, des investigations sont en train d'être menées à ce sujet en vue de situer les responsabilités. En somme, ce sont 3640 passeports du quota du contingent étatique sur les 3657 qui ont été visés par la Direction générale des cultes. En sport, l'équipe de Côte d'Ivoire démarre bien les éliminatoires en FIBA de la 3e fenêtre de la Coupe du Monde de basket 2023. Les éléphants ont disposé de l'Angola 75-73 hier soir au Palais des Sports de Treichville. On voit la rencontre avec Arsène Kwasi et Oda Legbe. Une victoire de référence face à l'ogre angolais vaut bien un moment de communion avec ses supporters. Les éléphants réussissent leur entrée dans la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde grâce à un succès étriqué face aux Palancas Negras. Une rencontre que les pachydermes démarrent parfaitement en s'imposant dans le premier quart-temps 13-11.
Le second quart-temps est plus relevé, mais les deux équipes se neutralisent 36-36 à la pause. À la reprise, les poulains du sélectionneur Naxto Lescano repartent de l'avant sous l'impulsion du maître à jouer Assemian Moulari, auteur de 25 points, dans cette rencontre qui permet aux siens de mener de 7 points d'écart dans le troisième quart-temps, 63-56. Un avantage au tableau d'affichage que les éléphants fructifient avec d'autres paniers mais concèdent tout de même des points jusqu'au terme du dernier quart-temps. 75-73 score final. C'était un match très tendu. On était à la maison, on savait que ça allait être dur. L'Angola, c'est une très bonne équipe. On savait qu'ils allaient tout donner, surtout qu'on a gagné là-bas chez eux. Mais on a fait le travail. Je pense qu'on a bien joué tous ensemble. Le premier match est toujours difficile dans une compétition. On a réussi à finir avec la victoire, c'est ça le plus important. Gagner d'un demi-point ou de 30 points, on a gagné. La Côte d'Ivoire entame parfaitement les éliminatoires de la Coupe du Monde par une victoire en attendant la prochaine sortie des éléphants ce samedi face à la Centrafrique. Dans le reste de l'actualité, le médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, est en visite au Burkina Faso. Au menu de son séjour de 48 heures, plusieurs rencontres avec les autorités de la transition. Les discussions vont porter sur les détails de la transition, la situation de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré et du mécanisme d'évaluation et de suivi du processus. En attendant de rencontrer le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, il a déjà échangé avec des acteurs. Et comme tous les samedis, on ouvre la page consacrée à la culture. À qui Olivia Yassé passe la couronne ce soir? La finale, c'est donc tout à l'heure pour le savoir. La Miss Monde Carolina Bialowska est à Abidjan depuis hier vendredi, accompagnée par la présidente du comité Miss Monde. Elle assistera à la finale. Elle a été accueillie au salon d'honneur à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par Victor Yapobi, le président du comité. Issa Tchonayo. C'est un grand coup que vient d'effectuer le comité Miss Côte d'Ivoire, dirigé par Victor Yapobi. Pour la première fois depuis l'existence du concours de beauté. La finale 2002 sera illuminée par la beauté de Miss Monde 2021, élue le 16 mars de cette année à Porto Rico. La Polonaise Karolina Bielawska est arrivée ce vendredi à Abidjan, accompagnée par la présidente de Miss Monde, Julia Morley. Elle va rehausser avec éclat la finale de Miss Côte d'Ivoire au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Victor Yapobi, président du comité, se réjouit de la présence de la plus belle femme du monde en terre ivoirienne. Je pense que c'est pour la Côte d'Ivoire un aboutissement, puisque cela a été possible parce que nous avons travaillé pendant beaucoup d'années pour ça. Et Olivia, qui a été, n'oublions pas, classée 3e cette année à Miss Monde, avec tout cet engouement, a fait que quand on a passé l'invitation, le comité Miss Monde a répondu favorablement. Je tiens à préciser que ça a été très facilité aussi par la première dame, qui nous a vraiment facilité la tâche au niveau de la logistique pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Et je pense que c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. La finale de Miss Côte d'Ivoire est prévue pour ce samedi 2 juillet 2022 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Celle qui succédera à Olivia Yassé sera donc connue au terme de cette compétition, la beauté ivoirienne. Allons en littérature, nouvelle œuvre pour vos bibliothèques, Yacine Forever, Heureux séjour à Dakar. Ce roman porte la signature de Charles Peumont. Il parle des problématiques d'ordre politique, social et économique. On voit la dédicace avec Didier Nguessan. Charles Peumont ajoute une nouvelle œuvre littéraire à sa bibliographie. Face aux acteurs du monde de la littérature et de la culture ivoirienne et sénégalaise, il présente son nouveau roman, Yacine Forever, Heureux séjour à Dakar. 261 pages d'encre noircie sans tabou sur les questions politiques, religieuses et sociales, mais pas que. Ce roman est un hommage à l'excellente relation de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et célèbre également la fraternité entre les deux peuples. Fatou Dramé, représentant l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, parrain de la cérémonie, a salué l'initiative et s'est félicité de la coopération entre les deux pays.
ouvrage met en relief les atouts du Sénégal et la belle coopération entre nos deux États. L'auteur, dans son ouvrage, nous fait voyager ici, dans un carnet de voyage consacré à la ville historique de Dakar. Il nous donne aussi sa vision de l'intégration africaine, mais aussi ses doutes et ses espoirs sur l'Afrique. C'est donc avec un réel plaisir que je parraine cette cérémonie. L'édition du roman Yacine Forever, Heureux séjour à Dakar, est le fruit d'une collaboration entre la nouvelle édition africaine du Sénégal et Encre Bleue de la Côte d'Ivoire. Il a été édité en 2020. Et le showbiz ivoirien, vous le savez, est en deuil. Le crooner de la musique ivoirienne n'est plus. Justin Stanislas a quitté le monde des vivants ce vendredi 1er juillet en France à Paris. Dans cet élément, un hommage qui revient sur quelques points forts de sa carrière. Serge Pacom Didi, c'est Forazegui. Cette voix, nous ne l'entendrons plus. Malade depuis quelques années, le crooner de la musique ivoirienne Justin Stanislas a déposé le micro à l'hôpital Henri Mordor de Paris, en France, à l'âge de 75 ans. Une autre grande perte pour la musique ivoirienne, car Justin Stanislas fait partie de cette génération d'artistes qui a tracé les sillons de la musique en Côte d'Ivoire. Une carrière dont les mérites ont été reconnus par son pays. Justin Stanislas a été décoré et élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite national à l'occasion de ses 45 ans de carrière il y a quelques années. En 1972, il sort sa chanson à succès Nyan Yo. Suivront 2 autres albums. Amayere, Kanombra, Anyaneni et Daloa. D'autres chansons suivent également, dont Télégramme en duo avec Amédée Pierre, Le Phénix et Le Retour du Phénix. Épaulé par son épouse Yvonne Rabé, dit la marraine de Clignancourt, Justin Stanislas, malgré sa maladie, sort des chansons à forte coloration gospel sous la direction artistique de Frédéric Ewimewe. Avec toi, aucune bataille n'est perdue. Avec toi, je suis sûr de la victoire. De la victoire, je suis sûr de la victoire. Un artiste ne meurt jamais, dit-on. Justin Stanislas, à travers ses œuvres, restera gravé dans les mémoires. Adieu l'artiste. Alors, Aimé Patrice Mdia, qui est notre invité de la page culture que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Alors, Justin Stanislas, évidemment, c'est un artiste que vous connaissez. Disons tout simplement que j'imagine que c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est avec une vive émotion que j'apprends l'information sur votre plateau. Nous avons eu l'honneur pour ceux de notre génération de danser au rythme de ces musiques-là. Et comme on le dit tantôt, l'artiste ne meurt pas. Voilà, prions pour son âme et que surtout son œuvre se perpétue. Oui, et puis s'inspirer d'autres générations. Alors, vous êtes l'auteur de 182 citations inspirantes et pratiques pour la réconciliation et la cohésion nationale. C'était un ouvrage que vous publiez. Alors, pourquoi avoir décidé d'écrire sur la réconciliation? On le disait d'entrée, qui est une quête perpétuelle, donc c'est vrai, de façon inlassable, mais fondamentalement, pourquoi? L'inspiration m'est venue d'une rencontre au cours de laquelle un artiste, non des moindres, disait comme ça que les concerts pour la paix le fatiguent un peu parce que ces concerts-là n'ont pas d'impact. Les jeunes viennent, nous dansons, nous nous amusons, mais après il n'y a pas d'impact. Bon, ça m'a fait tiquer. Lorsque je suis rentré à la maison toute la nuit, j'ai pensé à cela. Et Dieu m'a inspiré, il dit, ben tiens, si un concert n'impacte pas, mais pourquoi ne pas recenser, regrouper toutes des citations, des paroles fortes, des morceaux d'allocution, de discours, pour savoir faire la promotion, pour publier. Pourtant, en chanson, on peut aussi sensibiliser, on peut parler de paix, de réconciliation. Il y en a pas mal d'artistes qui en ont fait. Je pense par exemple à Alpha Blondy, oui. Sur la route de la paix, etc. Des chansons. Donc on peut le faire aussi en chanson. Ça, c'est vrai. J'avoue que dans le cadre
la mission que nous nous sommes confiée, bon, malheureusement, nous ne savons pas chanter. Et parlons non, parce que vous faites référence donc au concert qui vous a interpellé, voilà, où l'artiste se plaignait, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. je souligne juste que c'est possible. Voilà, parlons même du grand frère Alpha Blondy, il a une citation même qui est répertoriée dans le recueil, où il a dit « S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de disque ». Pour dire quoi, s'il n'y a pas de paix, il n'est pas évident que M. Kolo Coulibaly, nous nous retrouvions sur ce prestigieux plateau. D'accord, alors on va juste regarder, suivre ce que dit notre reporter Serge Parcom Didi sur cet ouvrage et on se retrouve. Je vous en prie. Le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant leurs problèmes particuliers. Avant les questions d'amour propre, déclarait Feu Félix Houphouët-Boigny le 1er janvier 1970 devant le corps diplomatique. Des paroles fortes du premier président de la République de Côte d'Ivoire font partie des 182 citations pratiques et inspirantes pour la cohésion sociale et la paix. La toute première œuvre littéraire de Aimé Patrice Ndja, communicateur, manager commercial. Cette œuvre de 60 pages est condensée de citations fortes de plusieurs personnalités politiques. Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Robert Guéhi, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et bien d'autres grands noms. Des messages poignants de religieux et d'hommes de lettres, de culture et du sport. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Une autre phrase forte de l'archevêque cardinal Jean-Paul II se trouve également dans cette œuvre. L'auteur porte donc de vue la pensée de ces personnalités qui ont vécu des expériences qui servent d'exemple au monde entier. À travers cette œuvre, Aimé Patrice Ndja invite à une réflexion à la fois personnelle et collective. Cela pour une réconciliation vraie et une paix durable en Côte d'Ivoire. Alors quand on parle de paix, on pense tout de suite au père fondateur Félix Houphouët-Boigny qui était un grand chantre de la paix. C'est d'ailleurs avec lui que vous démarrez votre ouvrage dès déjà les premières lignes. On peut évidemment affirmer aujourd'hui qu'il a eu raison vraiment très tôt de promouvoir la paix. Oui, très tôt il a vu venir les choses, mais malheureusement ces enfants que nous sommes n'avons pas su suivre ces conseils-là. N'ont pas suivi ces conseils-là. Raison pour laquelle nous avons tenu à regrouper un ensemble de ces citations et il a une citation qui particulièrement me plaît, qui, si je peux me permettre de la lire. Vous pouvez aller à la page 13. Voilà. J'imagine que c'est la citation qui parle du dialogue qui est l'âme des forts. Non, la page 14. Hein. D'accord. Le président dit, je vous suis. Voilà, les Ivoiriens situent la responsabilité presque toujours au seul niveau de la présidence de la République. Non, chaque citoyen doit se considérer comme un responsable de son avenir, responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire. Avant d'incriminer, d'accabler les autres, il faut pouvoir répondre positivement à sa propre conscience. Ai-je fait tout ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? La responsabilité de toute défaillance ou de tout échec doit être individuelle et collective. J'avoue que si la responsabilité, sinon les responsabilités des différents échecs, notamment sur la route de la paix, sont partagées. C'est ce que ça veut dire. Oui. Nous avons, chacun de nous, au quotidien, quel que soit où nous nous trouvons, quel que soit notre niveau, notre niveau dans la catégorie socio-professionnelle, nous devons prendre à bras le corps cet engagement-là. Alors, et puis, surtout de façon concrète, Félix Houphouët-Boigny a quand même laissé des œuvres. On a la fondation Félix Houphouët-Boigny qui porte son nom. On a le prix UNESCO qui a été instauré en 89, qui récompense des personnalités qui œuvrent sur le chemin de la paix. Ce n'est pas par faute, évidemment, d'actions concrètes. Alors aujourd'hui, votre ouvrage également est une action concrète, mais vers où devait-on désormais aller? Finalement, ça devient une question d'éducation. Et je le dis, vous l'avez cité, la fondation existe, le prix Félix Houphouët-Boigny au niveau de l'UNESCO existe, mais je ne crois pas qu'il soit suffisamment exploité. Aujourd'hui, il faille
il faille que, tout comme nous nous disons bonjour, il faut bien que nous nous accaparions. Nous accaparions ces citations, je le dis. Hein. Les citations, comme on l'a dit, elles sont pratiques. Il faut que nous accaparions cela, que nous posions des actes. De façon concrète, on va le faire. Alors, là, finalement, donc, la paix, ce n'est pas l'affaire des politiques. C'est aussi l'affaire de vous et moi sur ce plateau. C'est notre rapport avec l'immédiat, donc le voisin, le parent, le cousin. Ça doit être régi par quoi, de façon concrète, au quotidien, selon vous? Le quotidien, déjà, suppose que, au niveau de la RTI, vous ne soyez pas, il n'y a pas de différent entre vous et un collègue pour des raisons politiques. C'est pourquoi, quelque part, le Premier ministre a bien fait de le dire. C'est-à-dire, la réconciliation doit commencer à la base, dans nos villages, au sein de nos entités pour remonter à un niveau plus élevé, de sorte à ce que nous puissions vivre cela. Donc, de façon concrète, pour en cas revenir encore à votre question, c'est une pratique quotidienne. C'est une pratique quotidienne, comme on l'a dit, permanente, de renforcement, de consolidation, et c'est cela. Alors, il n'y a pas que, évidemment, les hommes politiques, des leaders d'opinion. Vous avez cité tout à l'heure Alpha Blondy. Il y a aussi Didier Drogba. Ce sont des personnes... Oui, Magic System. Ce sont des personnalités avec qui vous avez abordé avant le sujet, avant de mettre sur papier. Benoît, dans le cadre du travail sur lequel nous nous sommes engagés, nous avons fouillé. Si vous regardez un peu la date du dépôt légal, c'est depuis juin 2021 que nous avons travaillé cette œuvre-là. Ce ne fut pas facile. À la rigueur, vous me demanderez pourquoi 142 citations, parce qu'on aurait pu réunir 1000, mais nous nous sommes dit, allons vers ce que nous appelons des citations fortes. Des citations qui inspirent, qui invitent à l'action. Parce que l'objectif final de cet ouvrage, c'est d'inviter à l'action. À l'action. Un auteur disait quelque part là-bas, une once de pratique de toutes ces citations-là vaut mieux que d'énormes discours. Oui, aujourd'hui c'est cela. Alors, je note également que vous avez appelé justement à cette implication de tous au niveau des acteurs politiques, des démembrements de l'État. Et il y a cette contribution au niveau de la préface d'une personnalité qui est bien connue, c'est le médiateur de la République, Adama Toungara, à la page 8, qui dit « Dans la mise en œuvre de ma mission, je ne cesserai d'interpeller la responsabilité de tous dans le maintien de la paix et de la cohabitation harmonieuse entre les communautés ». C'est ce genre d'engagement fort, j'imagine, que vous attendez de la part notamment des gouvernants et de tous ceux qui ont la gestion de la chose publique en main. Oui, déjà, permettez que je profite de cette opportunité pour dire infiniment merci à M. le médiateur de la République. M. le médiateur de la République qui a accepté de s'engager en préfaçant cela, simplement parce que c'est un homme de paix. Et il veut que nous partions aussi à l'action. D'accord. Donc vous attendez évidemment ce genre d'engagement au niveau des différentes structures, au niveau de la population, un peu partout, de tout le monde. Comme je l'ai dit, nous ne sommes plus à l'étape d'engagement, c'est de l'action. D'accord. De l'action. Les discours, les paroles, c'est oui, mais aujourd'hui, c'est l'action. Et c'est ce que tous les habitants de la Côte d'Ivoire recherchent, c'est ce que vous et moi voulons, c'est ce que nos populations veulent, donc c'est l'action. Raison pour laquelle nous disons 182 citations inspirantes, s'en inspirer, méditer, réfléchir, prier et pratique, c'est-à-dire aller à la pratique. Et Dieu merci, en plus de ces citations de personnes, il y a aussi nous avons des versets, voilà, des versets coraniques, des versets bibliques. Merci. Tout cela qui parle de paix, de réconciliation. On a malheureusement terminé. Mais je pense qu'on a dit le maximum sur les 182 citations inspirantes et pratiques pour la réconciliation et la cohésion nationale. Aimé Patrice Singa, l'invité de la page culture, merci d'être passé. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sur le chemin de la paix, le sage nous apprend ce soir que pour se réconcilier, on ne vient pas avec un couteau qui tranche, mais avec une aiguille qui coud. L'actualité se poursuit à 23h. Dieu le voulant, on se retrouve demain.